L'hôpital Nord-Ouest a donc été victime d'une cyberattaque hier matin. 3000 postes touchés, déconnectés, Internet coupé et les opérations chirurgicales non urgentes ont toutes été déprogrammées. Aujourd'hui, il faudra encore plusieurs jours pour que la situation redevienne à la normale à Villefranche. Reportage d'Octavie Couchard avec Mélanie Ferreira et Olivier Jouglard. Il a fallu ressortir les papiers et les crayons. Dans la nuit de dimanche à lundi à 4h30, le service des urgences a vu les écrans s'éteindre un par un. Tout l'hôpital est passé en mode dégradé. On repasse, plutôt que d'avoir un écran informatique avec tous les patients, vous avez le bon vieux papier crayon qui note les patients qui sont là et on note qui on va voir pour que surtout l'information, puisqu'on est quand même beaucoup à travailler en même temps, puisse continuer à être diffusée. Moins en temps réel, mais au plus proche de la réalité. Un peu plus de 24 heures après la cyberattaque, le personnel de l'hôpital de Villefranche a l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. C'est à source d'erreurs, on peut se tromper à n'importe quel moment, de répéter les choses, de réécrire les choses. Différentes personnes réécrivent la même chose, donc c'est très compliqué, ça prend du temps. Ça demande des efforts de concentration encore plus. Et puis c'est le patient surtout qui en pâtit. Il faut compter des heures pour avoir des résultats biologiques. L'imagerie n'est accessible qu'en cas d'urgence. Un dispositif de coursier a même été mis en place entre les services, les laboratoires et les pharmacies. Un autre virus informatique cette fois qui vient compliquer encore plus le travail des équipes soignantes déjà fatiguées par le Covid-19. On est déjà en situation de crise. On est un hôpital qui a déclenché le plan blanc le 8 octobre. On est toujours en plan blanc. Donc dans ce contexte de crise, on ajoute une crise supplémentaire et ça vraiment c'est très compliqué. Une rançon a été demandée par les hackers de l'hôpital. Les fichiers sont désormais entre les mains de la police judiciaire. Une enquête est en cours. Et on va tenter ce soir de comprendre ce qu'il s'est passé hier à Villefranche avec vous, Jérémy Pain. Jérémy, ce n'est pas la première fois qu'un hôpital est attaqué. Oui, tout à fait. Le phénomène s'est accéléré depuis 2018. En 2019, le centre hospitalier de Condrieu a été victime. Ses ordinateurs ont été bloqués pendant plusieurs jours. La semaine dernière, c'est l'hôpital de Dax qui a été paralysé également de la même manière, ce qui a de lourdes conséquences. On vient de le voir sur l'activité à chaque fois. Des interventions médicales reportées. Alors pourquoi les hôpitaux sont-ils la cible en ce moment? On écoute Raphaël Grabli, chef de service tech à BFM TV. C'est triste à dire, mais c'est pour gagner de l'argent. Et pourquoi les hôpitaux? Parce qu'en ce moment, ils sont débordés. Alors, il y a deux raisons. Donc, ils sont débordés, donc ils sont plus vulnérables. Souvent, les attaques viennent d'erreurs humaines pour infiltrer, pour envoyer un petit fichier qu'on va ouvrir. Et donc, en se disant que les hôpitaux sont débordés, eh bien, les hackers se disent que les salariés vont faire peut-être un peu moins attention. Et les cyberattaques, Jérémy, touchent aussi les entreprises de la métropole. Oui, il n'y a pas que les hôpitaux. Alors si la demande de rançon, elle touche peu les particuliers, les entreprises, elles sont particulièrement visées. En novembre 2019, on s'en souvient, la société de lingerie lyonnaise Lise Charmel est victime d'une cyberattaque. En une nuit, toutes les données sont cryptées. La société ne peut rançon, mais 2 mois d'activité sont perdus. Lise Charmel est contraint aussi de se placer en redressement judiciaire. Le risque, lui, n'a jamais été aussi élevé depuis la crise sanitaire et l'essor du télétravail. 4 fois plus d'attaques en 2020. Depuis l'étranger, souvent des déstabilisations politiques ou des actes malveillants. Seul moyen de se protéger, c'est la prévention et la formation des salariés. Être vigilant sur la provenance des mails et ne surtout pas ouvrir les fichiers qui sont inconnus. Merci Jérémy pour ces explications. Dans l'actualité également ce soir, le projet de loi séparatisme. Après 2 semaines de débat dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui en première lecture le projet de loi qui va donc repartir au Sénat. La majorité qui avait revu certains points pour faire passer son projet, absence du mot islamisme, refus du débat sur le voile des fillettes, assouplissement des mesures sur l'instruction à domicile. Alors à Lyon, le recteur de la mosquée est plutôt favorable, lui, à cette loi, à condition que l'islam ne soit pas stigmatisé. La loi doit s'appliquer à toutes les religions. Écoutez Kamel Kaptan au micro de Cédric Adam. Ça doit être une loi générale. Une loi qui permette à l'ensemble des citoyens de s'y retrouver et non pas à certains qui disent que cette loi s'adresse uniquement à nous. Ça, c'est une loi qui sera, à mon sens, équitable, juste, et c'est ainsi que nous l'espérons, c'est ainsi que nous la voyons, c'est ainsi que nous pensons qu'une loi de cette nature ne doit pas discriminer, ne doit pas
montrer du doigt une communauté. Les soldes auraient dû se terminer ce soir, mais la semaine dernière, Bercy a décidé de les prolonger de 2 semaines. Le but, compenser les pertes dues au couvre-feu à 18h. Mais les clients sont-ils au rendez-vous dans les boutiques lyonnaises? Les petits commerçants ont-ils profité de la fermeture des grands centres commerciaux? La réponse, c'est avec Corentin Marabeuf. Dans cette boutique de prêt-à-porter, on s'organise pour jouer les prolongations. Un coup de marqueur sur les affiches, des pastilles sur les articles remisés et les soldes peuvent continuer. Une bonne nouvelle après des dernières semaines compliquées. Durant le confinement de novembre, on a quand même eu du stock qui est resté en boutique. Donc ça nous permet de liquider un maximum le stock qui nous reste. Donc oui, pour nous, c'est du plus, bien évidemment, en espérant que ce couvre-feu ne dure pas éternellement. Un couvre-feu qui a drastiquement fait baisser la fréquentation dans les magasins. Alors, des soldes prolongés, c'est aussi une bonne nouvelle pour les clients. Généralement, avec le travail, on n'a pas trop le temps d'aller dans les magasins en semaine. Le week-end, tout se chevauche, donc du coup, avoir un peu plus de temps à disposition, c'est très bien. C'est une bonne chose parce qu'avec le Covid, tout ça, c'est vrai qu'il y a vachement eu de stocks qui ont été retenus en magasin, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à liquider. En presqu'île, les commerçants ont perdu 20% de leur chiffre d'affaires en 2020. Si les soldes ont relancé la dynamique, la fermeture des grands centres commerciaux a aussi fait son effet. Il y a forcément ce report puisqu'il y a des enseignes qui sont à la fois dans les centres commerciaux et puis en presqu'île. Donc pour elles, c'est bien d'avoir une enseigne ouverte en presqu'île et donc forcément il y a un report effectivement sur la presqu'île. Et au vu du nombre de passants dans cette rue commerçante, certains ont toujours envie de faire du shopping. Pour les soldes, ils ont jusqu'au 2 mars. Ça y est, les Lyonnaises sont fixées. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce midi. L'OL sera opposé aux Danoises de Brøndby. Un tirage au sort à la portée des tenantes du titre qui évite donc les Manchester City, Barcelone ou autres Wolfsburg. Mais attention, il faudra quand même se méfier de cette équipe leader du championnat danois. Alors les matchs auront lieu début mars, les 3 ou 4 mars pour le match aller et les 10 ou 11 pour le match retour. Des rencontres, vous le savez maintenant, que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne puisque BFM Lyon diffuse cette saison l'intégralité des rencontres de Ligue des Champions des féminines de l'OL. En attendant, on va écouter la réaction de l'entraîneur Jean-Luc Vasseur. Ça reste un bon club du nord de l'Europe. Brøndby, je sais que notre dernière confrontation avec l'OL, je crois que ça se remontait en 2011-2012, elle nous avait été favorable. Mais ça reste toujours des matchs où il faudra être hyper concentré, hyper sérieux et puis appliquer surtout. À nous de faire un match parfait, bon. On va avoir de grosses échéances au mois de mars et voilà, ce serait bien de commencer par une qualification. Jusqu'à 18 degrés attendus à Lyon ce week-end. Après la neige, un air de printemps donc s'installe sur la métropole dans les prochains jours. Alors les vacanciers en profitent pour prendre l'air avec les enfants notamment. Passage incontournable à Lyon, bien sûr, c'est le parc de la Tête d'Or. Reportage d'Hugo Frances avec Lucine Olorgue. Le parc de la Tête d'Or, certainement le meilleur endroit pour s'occuper à Lyon pendant les vacances. Comme pour Nathalie, qui a écumé toutes les activités avec son neveu. On a vu la girafe, on a été un peu faire des jeux, manger une crêpe. Et puis là, maintenant, c'est des jeux pour aller trouver les copains. À 2 pas du carrousel, Agathe se baladait avec sa sœur, sa grand-mère et sa cousine et détaille son programme bien rempli pour les vacances. On allait faire du shopping, on va au parc de la Tête d'Or et des fois on joue dans l'appartement et on lit, on regarde des films. Pour Florent, originaire de l'île d'Abo, les vacances sont synonymes de balade et de découverte de jolis coins autour de chez lui. Bouger un peu dans les parcs, un peu découvrir des endroits qui sont à côté de chez nous. Même des villes qui sont juste à côté, qu'on ne connaît pas, aller se balader en forêt. Alors comme souvent pendant les vacances, il faut passer par la case devoirs, notamment avec les grands-parents. On fait un petit peu de devoirs parce que les parents demandaient ça. Donc si c'est la condition pour les avoir, on le fait bien volontiers. Et avant de retourner à l'école ou au travail, les beaux jours de la fin de semaine seront l'occasion de profiter encore un peu des quelques jours restants.